Bien, Christian, donc, tu es vice-président de la région Bretagne. À ce titre, tu as organisé le sommet des régions du monde en lutte contre le réchauffement climatique. Peux-tu nous dire ce qu'il y a derrière ce sommet en termes de réalité et en termes de perspective aussi? Alors, ce sommet qui s'est tenu il y a un an à Saint-Malo a été l'occasion de réunir 98 régions des 5 continents. Et à cette occasion, 33 expériences très concrètes de lutte contre le changement climatique menées au niveau régional ont été présentées. Et ce sommet a été aussi l'occasion pour le système des Nations Unies de rendre public le premier programme qu'il ait jamais engagé pour les régions. Et il se trouve que ce programme est destiné à lutter contre le changement climatique parce que les Nations Unies constatent qu'aujourd'hui, 50 à 80% des actions concrètes qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et quasiment 100% des actions d'adaptation des territoires aux conséquences du changement climatique sont conduites à un niveau infra-étatique. Donc, c'est-à-dire au niveau des grandes villes et des régions ou des grandes villes. Et des grandes villes. Et ce programme, en quoi consiste-t-il et comment se traduit-il concrètement, notamment en Bretagne? Alors, ce programme, il comporte 3 volets. Un premier volet de sensibilisation des décideurs régionaux dans 500 régions du monde à la problématique du changement climatique. Le deuxième volet va consister à aider une cinquantaine de régions parmi les pays les plus pauvres du monde qui apparaîtront comme les plus motivés pour les aider à bien évaluer la vulnérabilité de leur territoire au changement climatique et à construire ce qu'on appelle un plan climat territorial intégré, c'est-à-dire un plan qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais s'agissant des pays les plus pauvres, qui sont les plus impactés, surtout à s'adapter aux conséquences. Et le troisième volet consistera, de la part des Nations Unies, à aider ces régions à accéder aux mécanismes de financement public ou privé pour financer leurs actions. Et un projet aussi ClimSat sur Brest Alors effectivement, pour mettre en œuvre ce programme tout à fait innovant, les Nations Unies ont décidé de créer un centre d'expertise donc, pour recevoir des techniciens régionaux en formation. Et donc ce centre s'appelle ClimSat et il vient d'être installé à Brest, en effet. Il aura un volet météo important, je crois, sur la mise à disposition de données exactement. Satellitaires. Donc voilà. Donc, d'un point de vue technique, ce centre va permettre aux régions qui aujourd'hui manquent de données météorologiques fiables, donc à accéder effectivement via l'imagerie satellite à des données pratiques qui leur permettront de faire un travail de prospective et de pouvoir donc prévoir à l'horizon 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans quelles seront les conséquences du changement climatique pour leur territoire. Alors, les régions du monde donc, se sont organisées. Comment cette organisation est-elle structurée? Alors, il y a un réseau international des gouvernements régionaux sur le développement durable qui s'appelle Énergie 4SD, c'est son acronyme en anglais, et qui est né en 2002 à l'occasion du sommet mondial sur le développement durable. Et c'est cette association internationale qui est le partenaire privilégié du système des Nations Unies et en particulier du programme des Nations Unies pour le développement dans la mise en œuvre de son programme de lutte contre le changement climatique au niveau régional. Alors, en quoi consiste son action et à propos du futur sommet de Copenhague et de toutes les négociations internationales, est-ce que l'on peut espérer que les régions seront prises en compte? Le réseau Énergie 4SD s'est donné pour objectif de favoriser des partenariats entre régions du Nord et régions du Sud, partenariats bilatéraux ou multilatéraux, pour favoriser les transferts de compétences et les transferts de technologies vertes, innovantes, vers le Sud. Et le réseau Énergie 4SD a également mené un travail de lobbying auprès des Nations Unies pour que dans la négociation du post-Kyoto à Copenhague, le niveau infra-étatique soit reconnu comme un niveau opérant. Et ce lobbying a déjà produit des résultats, puisqu'il y a 2 semaines, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a déclaré publiquement qu'il soutiendrait la reconnaissance du niveau régional à Copenhague. Très bien. Et pour une région comme la Bretagne, donc, qui est animateur de ce réseau, mais votre plan climat, il a été fait, où vous en êtes? Alors nous avons aujourd'hui un plan énergie, c'est-à-dire que nous avons adopté il y a 2 ans
un plan qui vise à développer la production d'énergie renouvelable, à développer aussi l'efficacité énergétique, parce qu'on ne le dira jamais assez, l'énergie qui coûte le moins cher et qui produit le moins de gaz à effet de serre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc ça a été fait. Le plan climat territorial est en cours d'élaboration et nous devrions le voter fin 2010. Quelles sont les régions qui font figure de référence dans le réseau ? Alors aujourd'hui, il y a le Pays de Galles qui est vraiment une région très, très avancée, notamment dans les énergies renouvelables, la production d'énergie renouvelable. Il y a l'Écosse, un cas, je crois, François, que tu connais bien, puisque aujourd'hui, le seul Parlement au monde qui a pris un engagement de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020, qui soit à la hauteur de ce que les pays pauvres, qui sont les plus impactés par le changement climatique, attendent, c'est le Parlement écossais. Puisqu'en juillet dernier, le Parlement écossais s'est engagé à ce que l'Écosse réduise ses émissions de gaz à effet de serre de 42% d'ici 2020. Il faut rappeler que le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, le GIEC, qui est présidé par le chercheur indien Pachauri, considère que pour éviter un réchauffement de la planète qui dépasse 2 degrés dans le courant du siècle, ce qui serait un plafond au-delà duquel la machine climatique s'emballerait dans un phénomène irréversible, il faudrait que d'ici 2020, les pays industrialisés s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 25%. Le GIEC dit entre 25 et 40%. L'Écosse s'est engagée à les réduire de 42%. L'Union européenne a pris un engagement de 20% de réduction. Et on sait qu'aux États-Unis, malheureusement, on est encore très très loin du compte. Alors, qu'est-ce qui peut se passer à Copenhague pour ce réseau et surtout derrière, quelle influence peut-il prendre dans la suite de ce combat ? Le réseau Énergie4SD apparaît aujourd'hui aux yeux du système des Nations Unies comme un partenaire important pour passer des engagements à la pratique. Et il est important de savoir que dans la négociation du post-Kyoto à Copenhague, les pays africains sont ceux qui aujourd'hui défendent la reconnaissance du niveau régional, de la pertinence de l'intervention des régions. Pourquoi ? Pas par idéalisme, tout simplement parce que les pays africains considèrent que les partenariats nord-sud au niveau régional sont la façon la plus concrète de favoriser ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le transfert vers l'Afrique de compétences, de savoir-faire et de technologies vertes innovantes. Aujourd'hui, c'est le gouvernement algérien qui représente l'ensemble du continent africain dans les négociations du post-Kyoto. Et la semaine dernière, je participais à un sommet des leaders régionaux sur le changement climatique à Los Angeles. Il est quand même intéressant de noter que le ministre algérien de l'aménagement du territoire, M. Ramani, a déclaré que sur la question du changement climatique, comme sur d'autres questions, le 21e siècle serait celui des territoires, ce serait le siècle des régions et des villes. Et c'est un ministre de niveau national, le ministre algérien, qui l'a déclaré. Alors pour terminer, qu'est-ce que l'on peut faire au Parlement européen pour favoriser l'action de ce réseau et faire en sorte qu'il puisse développer son influence ? Alors, la Commission européenne a déjà souhaité développer une approche territoriale de la lutte contre le changement climatique en Europe. Aussi bien sur le volet atténuation, c'est-à-dire réduction des émissions de gaz à effet de serre, que sur le volet adaptation des territoires. Donc il faut appuyer, il est souhaitable que le Parlement européen appuie cette démarche de la Commission européenne et que dans tous les textes que le Parlement européen sera appelé à adopter dans les années qui viennent, ce soit bien cette approche territoriale qui prime. Très bien. Christian, je te remercie de ces explications. Merci François.